Et soyez les bienvenus dans le best-of les meilleurs moments de Benoît Cuisine Genève, qui nous a notamment conduit à la table de Michel Pon, l'ancien entraîneur adjoint de la Nati, qui était mon invité. Alors vous connaissiez Michel Pon, le coach, certes. Eh bien voici Michel Pon, le roi du gratin. Alors, qu'est-ce que ça dit, chef? Attends, j'ai mangé que l'oignon. C'est génial, tu sais pourquoi? Parce que c'est vraiment de la cuisine traditionnelle, comme j'aime. Pas de chichi. Simple, efficace, mais je vais goûter pour te dire si c'est très bon. Efficace, super, très bon. Ouais, puis la petite pointe de fort derrière. On a un petit retour. Ouais. Super. Ouais, je vous imagine bien derrière les fourneaux. Ah mais je suis bon. Hein. Sincèrement, c'est vrai que quand j'ai le temps, j'aime bien faire un cuisinier. Mais j'ai pas de recette particulière à part mon gratin. Je suis le roi du gratin. Ouais. Gratin de patates. Que ça soit dit aujourd'hui, c'est enregistré. Michel Pon, roi du gratin. Au moins, je suis le roi de quelque chose, quoi. Santé, Benoît. Santé à nous. Allô. Donc, j'avais lu dans une interview un peu ancienne maintenant que vous aviez ce côté Gémeaux assumé, sociable le jour et plus torturé la nuit. C'est toujours le cas? Je croyais que je le maîtrisais. Quel désastre. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois que je vais avoir à gérer ça toute ma vie, jusqu'à ma mort, mais foutu, là. Ça fait partie de moi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai compris, et puis j'arrive à le gérer parce que c'est moi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc, tu vois, que je n'arrive pas à maîtriser, où je roupille comme un loir, où je m'endors comme un bébé. J'aime bien le dire parce que plus je le dis, plus il y en a qui me disent qu'ils sont comme moi. Donc ça me rassure, un, quelque part. Puis deux, personne n'est un surhomme ou une surfemme, je veux dire, on a tous un petit peu nos élucubrations et nos questionnements perpétuels. La recherche du mieux et de l'herbe qui semble toujours plus verte ailleurs que chez nous. Et en fait, c'est le plus compliqué d'apprécier à juste valeur le moment présent, comme celui-là ou comme n'importe lequel. Et le seul problème, c'est que quand tu dors, tu dors. Et puis quand tu te réveilles trempe parce que ton esprit a travaillé conscient ou inconscient, voilà. Je vais changer de t-shirt, je me lève, je vais pisser, puis je me recouche. Tu veux que je fasse quoi? Et puis j'essaye de l'assumer en essayant de me rendormir le plus rapidement possible. Donc ça, c'est pas une question de responsabilité, parce qu'on peut imaginer que quand on est aux hautes instances de la Nati, ça converge dans la tête. Mais attends, j'en ai beaucoup moins. Ça va mieux. Non, ça va mieux. Non, là je me pavane. Là, je suis. Là, c'est le nec le plus ultra actuellement. Non, attends. Okay. J'ai pas de vraies grosses responsabilités. Je suis pas sur le banc. Ça va vachement mieux. mais et c'est très agréable. Mais il y en a quand même parce que t'as des gamins, parce que t'as tes soucis permanents, personnels, etc. J'apprends. Je m'excuse, les auditeurs, je mâche. Mon père m'a toujours dit qu'il ne faut pas parler avec la bouche pleine. Ouais. On s'excuse, mais c'est là, concept. C'est dur. Hein. Ce que je me maîtrise absolument, c'est qu'il y a des questionnements, quels qu'ils soient, violents ou pas violents, ou voilà, et qui font partie de la vie, puis qu'à la place j'essaye de ne pas paniquer. Parce que tout d'un coup, ces questionnements, ils te font transpirer parce que par peur ou par une idée, tu as 100 000 idées qui te passent par la tête par seconde. Et chaque idée, c'est une émotion, et puis c'est une sensation que tu ressens dans ton corps. Donc, tu ressens la peur, tu ressens l'angoisse, la joie, l'envie, tout ce que tu veux. Et c'est de comprendre, d'accepter ces trucs-là qui arrivent comme ça pour les maîtriser. Et ça, j'y arrive de mieux en mieux. Et ça me fait vachement du bien, quoi. C'est quand même assez agréable, quoi. Benoît Cuisine Genève, ça continue pendant les fêtes. Et dans ma hotte aujourd'hui, un repas aux côtés de Pierre Charvet, le directeur général des laiteries réunies de Genève. Entre deux bouchées, il revenait sur sa passion pour le lait, né à l'École nationale d'industrie laitière. Alors, ce vin de Genève, là, il est excellent. Hein. Vous auriez pu faire carrière dans le vin ? Ouais, si on avait eu de la vigne, j'aurais fait la vigne. Si on avait eu des céréales, j'aurais fait souplesse et adaptation. J'ai choisi le lait parce que je vais vous dire une chose. Le directeur de l'ENIL était venu faire une conférence dans l'école que je fréquentais quand j'étais en seconde. Et ce directeur, il s'appelait M. Mouchot, il m'avait enthousiasmé. De sa façon de parler, sa façon de... Je dis, mais ça y est, j'ai trouvé ma direction, là. Je vais essayer de rentrer dans cette école. Et puis, j'y suis arrivé.
J'ai été choisi, j'ai été pris, parce qu'il y avait toute une sélection pour entrer à l'ENIT. Qu'est-ce qu'il avait bien pu dire qui fasse naître l'étincelle? Ah, mais c'était sa manière de s'exprimer. Ouais. Et puis de dire que c'était la meilleure école qui existait. C'était je veux transformer le lait en fromage, les meilleurs fromages qu'on puisse trouver. Je vous dis, il était captivant, ce gars-là. Mangez, sinon ce tartare va réchauffer. Excellent. Quand vous avez commencé au laiterie, donc 20 ans, sortie d'études, Ouais. on était frais et plein d'ambition. Vous faisiez quoi exactement? J'étais à la réception du lait. Il fallait que je sois présent à 2h30, donc il fallait que je me lève à 1h15 pour être à 2h15 au laiterie Réunis. Ça, c'était l'angoisse. D'autant plus que j'avais le foot la veille, j'avais toujours des choses à faire. Après le travail, c'était rien. Après, à midi, c'était terminé. Mais ça n'a pas duré, je dirais, éternellement. Après, j'ai eu la chance de participer à l'étude de l'usine de Plan-les-Ouates, de la construction de Plan-les-Ouates. Vous avez 2 enfants aujourd'hui, cette passion, vous leur avez transmis? J'ai 2 enfants extraordinaires, j'ai une femme déjà patiente. Elle a été très patiente par rapport à mon emploi du temps à géométrie variable, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant, vous n'avez jamais fini. La nuit, je dors pas très longtemps et je pense toujours à quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui me passe par la tête parce que ça on a fait, ça on n'a pas fait, ça on doit améliorer. La journée elle commence à quelle heure pour vous? Je me lève le matin à 5h30. J'écris un petit peu, j'aime bien écrire le matin entre 6h et 7h. Et écrire après, quoi? Eh bien des messages. Vous envoyez des messages à 5h30? Les gens dorment à cette heure-là, vous le savez. Non, pas tous. Non. Ah ben, j'ai mon responsable gestion, il est déjà... c'est le gars qui est déjà debout. Ah non, mais aux laiteries Réunies, on a affaire à je vous dis, un personnel qui est vraiment impressionnant. Et il le faut, c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. Les enfants, ils ne sont pas orientés dans le même sillon que vous? Non, ils veulent pas tout ce stress. Quoique ma fille est dans les banques. Bon, elle avait une bonne place à Genève et maintenant elle est à Bruxelles. Et puis mon fils travaille à Genève dans un grand parfumeur, un tout grand. Il a une belle plage. Je lui ai dit de bien la garder. Un mot sur le sens du travail. Il vient d'où? C'est la famille, c'est le père? Alors ça, c'est la famille. Mes parents, c'était le respect, l'amour, savoir donner de l'amour, parce qu'on a eu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, et puis le travail. Je vous garantis que ça, c'est la clé du succès. On a été élevé à la dure, mais c'était dur. Hein. Exemple? Fallait à table, fallait surtout pas bouger d'une oreille. Hein. Il y avait la prière à chaque repas. C'était le grand-père qui était un curé manqué qui faisait la prière. Il n'y avait pas intérêt à rigoler parce qu'il y avait un aller-retour qui partait. Ah oui. Ah oui, c'était... Et voilà, ça a forgé, que ce soit mes frères, ma sœur, on a tous bien tourné dans la vie, quoi. Et puis mes parents en étaient fiers. Bon, malheureusement, ma mère est partie assez vite, mais elle aurait été fière de savoir un petit peu les finalités qui sont venues en ce qui me concerne. Elle aurait été fière. Et un menu best-of pour Benoît Cuisine Genève, les meilleurs moments de l'émission, notamment la table de Samy Canaan, le conseiller administratif genevois, qui, vous allez l'entendre, a un parcours riche mais chaotique aussi. Il est originaire de Beyrouth, avec la guerre du Liban bien sûr en toile de fond, et cela a fortement marqué sa jeunesse. Vous avez parlé d'ouverture, de richesse. Pour vous, c'est le prénom eu égard à votre parcours. Du Liban jusqu'à Genève, c'est jalonné d'histoires compliquées, mais qui font aussi votre richesse, et il y a un côté positivisme à en sortir. Oui, c'est clair que l'histoire elle peut être considérée comme compliquée objectivement, parce que la guerre du Liban a affecté, on est encore relativement privilégié, parce qu'on avait la possibilité d'aller en Suisse, c'est pas le cas de tous les gens, mais c'est vrai que ça donne une existence relativement nomade. Comme je disais avec ma soeur, on a compté qu'on a changé 8 fois d'école, parfois des allers-retours d'ailleurs, on retournait au pays. Les étapes c'était Liban, Berne, Liban, Thun en fait, parce que ma famille est du côté d'Inde, donc un petit moment à l'école à Thun, ensuite en Grèce, parce que l'employeur de ma mère avait déménagé en Grèce temporairement, comme beaucoup de gens d'ailleurs en lien avec la guerre au Liban. Donc lycée français d'Athènes, retour au Liban, petit retour en Suisse, retour au Liban et aller définitivement en Suisse. Ce qui fait que d'ailleurs parfois on revenait à un endroit où on était avant, on retrouvait des copains d'avant, et puis à l'époque il faut se rendre compte comme gamin, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui pour communiquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus facile, Facebook ou autre moyen électronique, mais à l'époque, surtout au Liban, la téléphonie fixe marchait très peu, mal.
Donc la vie sociale était complexe parce qu'en gros, on laissait un message chez l'un ou au bureau via les parents ou au concierge. Il y avait des concierges partout à l'époque pour organiser une vie sociale. Maintenant, ça paraît banal, mais avec les portables. Et aujourd'hui, toutes ces étapes, vous en conservez des proches, des souvenirs, Oui, je garde en tout cas beaucoup de souvenirs. Après, les contacts, certains sont évidemment distendus, mais il y en a qui se raniment, enfin qui se réveillent. Là, alors typiquement Facebook en service. Pour des gens qui sont à distance, c'est un moyen ultra simple de renouer un contact. Après, idéalement, on se voit, hein, mais au moins voilà. Les gens me contactent, ah ouais, j'ai vu ta trace, voilà, dans les médias ou quelque chose. Le hasard veut qu'il y ait un groupe WhatsApp qui s'est créé avec quelques cousins libanais. Et tout à coup, d'autres cousins se sont mis dessus. Je crois qu'il y a eu 1500 messages en une semaine. Parce qu'il y a une espèce de mise à jour des histoires. Ils sont éparpillés entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'île de la Réunion, le Liban, enfin plein de pays. C'est très touchant, une espèce d'avalanche d'informations. Qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que c'est tes enfants, machin, etc. Les moyens d'aujourd'hui permettent ça. Il n'y a pas de grande réunion de famille, on se retrouve autour d'une évidemment, on tablée. réfléchit la discussion, c'est quand est-ce qu'on arrive à se voir. C'est pas tout à fait facile. Bien sûr. Mais il y a beaucoup, d'ailleurs, vous avez au Liban, l'été, disons, pendant l'été et parfois aussi à Noël, les familles qui se regroupent ne fût-ce que pour garder le contact. De vos souvenirs d'enfance, qu'est-ce qu'il en reste de beau, d'éclatant, de brillant du Liban ? C'est lumineux sur plein de plans, c'est un pays qui est minuscule, mais qui a vu passer toutes les civilisations imaginables. C'est un carrefour incroyable. Et quand on parle de la Suisse du Proche-Orient, c'est bien sûr un cliché, mais c'est pas entièrement faux dans le sens carrefour et lieu de diversité et de contact. Il y avait une très grande richesse intellectuelle aussi et culturelle, une liberté d'expression qui est rare dans cette région du monde. Effectivement, une énorme créativité et résilience, beaucoup de dynamisme, un sens de l'hospitalité qui est très très fort. Et des coins, le Liban, c'est même pas un quart de la Suisse en surface, mais une énorme diversité à la fois géographique, historique, des coins absolument magnifiques. Alors, les Libanais disent parfois que ce qui a plus amoché le pays, c'est pas la guerre, c'est le béton. C'est un pays très dense et il bétonne à tout va. Alors là, je dois dire, quand je vois ici les discussions qu'on a sur la protection du patrimoine, ça ferait doucement les Libanais, ils protègent à peu près. Il y a des lois, mais elles ne sont pas respectées. Ça, c'est dommage. J'ai des très bons souvenirs d'enfants à part ça. Il se trouve que j'étais louveteau puis scout, voilà. C'était un moyen de s'occuper de... Et c'était un moyen surtout d'aller dans la nature, faire des excursions, quoi, des balades, des randonnées, des camps. Donc quand vous lâchez dans la nature, vous pouvez vous en sortir. Ouais, absolument. J'ai essayé de ne pas oublier tous mes souvenirs, comment on fait du feu, comment on fait une tente, comment on monte une tente, etc. Ouais. Ok. Bon. Je suis de doigt de vous demander un test pour faire le feu. Oula, ouais, là je pense qu'il y a un peu prescription, mais on ne sait jamais. Ouais. Merci beaucoup. Merci bien. Mais disons, heureusement d'ailleurs, j'ai ces très très bons souvenirs. J'ai la chance d'être né à... Disons, la guerre a commencé, j'avais 11 ans. Donc heureusement, j'ai des souvenirs d'avant 11 ans, d'une part, qui sont très bons. Et puis même entre deux, cette période où je revenais au Liban, c'est la particularité de la guerre du Liban, c'était pas non-stop, c'est qu'il y avait des accalmies, où on recommençait à vivre à peu près normalement. Je dis à peu près parce qu'il y avait quand même toujours des tensions, des milices, des histoires, des incidents. C'est d'ailleurs quelque chose qui marque, je me suis rendu compte de ça beaucoup plus tard. Quand vous avez une vie à peu près normale, vous allez à l'école, vous avez vos loisirs, mais vous êtes quand même toujours sujet à un incident X ou Y qui vous bousille le projet, quoi. Je sais pas, ce week-end, vous avez vraiment prévu d'aller faire quelque chose avec les copains, ou un truc de scout, par exemple, ou n'importe. Et tout à coup, voilà, parce qu'il y a 2 milices qui commencent à se taper dessus, tout est annulé. Alors ça, c'est un truc latent. Ou bien quand on n'arrive pas à rentrer l'école à la maison, un jour, parce que les milices ont recommencé à se taper dessus. On s'adapte tout le temps. Mais c'est ce qui use les Libanais à la longue. Benoît Cuisine Genève, les meilleurs moments, le best-of de l'émission en cette période de fête, et notamment à la table de Sophie Motu-Morel, la directrice du concours hippique international de Genève. On terminait le repas avec des saveurs italiennes, de grandes tablées familiales, et Roger Federer, écoutez. Justement sur la nourriture, est-ce qu'il y a des destinations, des spécialités, des originalités qui vous parlent particulièrement en nourriture ? Parce que certainement j'ai été élevée dans cette tradition culinaire-là, c'est la cuisine italienne. Clairement, pour moi, elle est simple, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de chichi, et c'est toujours bon. Enfin, pour moi, où qu'on aille en Italie, on ne sera jamais déçu. Le plat de spaghettis basique, il sera bon. Déjà, les spaghettis, les pâtes, ça pète tous les jours, donc c'est parfait. Et ça vient d'où le lien avec l'Italie ? Alors, le lien avec l'Italie, c'est simplement parce que... Bon, alors ça, on va dire, oui, j'ai des origines italiennes, mais voilà. Je pense que si tout le monde cherche, on en a tous. Mais parce que ma mère est juste une amoureuse de ce pays, qu'on a beaucoup voyagé dans ce pays quand j'étais enfant. Elle-même adore cette cuisine. Et on va dire à cuisiner d'une façon qui se rapproche de la cuisine italienne. Donc j'ai grandi avec ça en fait.
Et puis petite, quand j'étais enfant, on allait beaucoup en Italie. Je suis pas objective, mais c'est un magnifique pays. Historiquement parlant, c'est magnifique. Culturellement parlant, c'est magnifique. Et en plus, la nourriture est bonne, donc pourquoi aller ailleurs? Ce moment vous est offert par l'Office du tourisme italien. Voilà, s'il vous plaît, alors je vous donne mon numéro de téléphone, le cas échéant. Mais après, une bonne raclette ou une bonne fondue, j'aime bien aussi. Ah oui, c'est pas incompatible. Jamais, non, Voilà. Jamais. Vous invitez beaucoup chez vous? Pas assez. Voilà, l'aveu. Non, l'aveu total. Non, pas assez, clairement pas. Je prends pas le temps. C'est pas bien, je sais bien, mais pourtant j'adore avoir du monde à la maison, mais on le fait pas assez. D'ailleurs, ma fille me dit souvent, mais moi, il y a quoi de... Je dis, c'est bon, moi. Mais j'adore inviter. Ça, j'ai pris de ma maman qui adore inviter. Cet esprit un peu clanique, on aime avoir du monde autour de soi. Vous avez une grande famille? Alors, du côté de ma maman, c'est une très grande famille, ouais. Parce que ma mère avait 7 frères et sœurs, donc et du coup, j'ai pas mal de cousins, cousines du côté de ma maman, qui ont aussi des enfants, donc quand on fait les fêtes familiales, c'est assez nombreux et bruyant, parce qu'on est très bruyant. Mon mari qui est d'une famille qui est plutôt calme, et une fois il est venu chez moi, il m'a dit mais c'est pas possible, vous êtes dans une famille de fous, vous parlez tout le temps, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Je dis c'est un peu ça. Mais ouais, moi j'adore ça, ouais. Ça fait partie un peu de mon éducation, quoi. Ouais. Donc vous êtes un peu feu et flamme avec votre mari. Ah mais on est vraiment le blanc et le noir, le yin et yang, on est vraiment ça. On est ultra différents. Un feu et flamme, c'était pas le bon terme. Oui, mais enfin j'avais compris. Mais non, on est ultra différents. Mais je pense qu'il fallait que j'aille ça dans ma vie, en fait. Il fallait que je le rencontre. Voilà, il fallait les moules frites. Il fallait... Ado, j'aurais clairement cherché quelqu'un un peu comme moi. Et pour construire quelque chose, il me fallait quelqu'un comme lui pour que ça fonctionne. Clairement. Non, on est très différents. Mais tous les gens qui nous rencontrent le disent. Du coup, il faut que j'arrête de boire du vin. Je commence à rentrer dans des confidences, là. On va reprendre du vin, si vous voulez. Je vais reprendre un peu d'eau. Je vais alterner le verre d'eau, le verre de vin. Café, c'est un moteur pour vous? Je bois pas de café. Voilà. Mais je ressens pas ce besoin d'avoir ce shot de... Oui, parce que vous compensez par un digestif, c'est pour ça. C'est ça. Non, alors je mange beaucoup de chewing-gum. C'est ça le secret. Faut avoir un défaut. D'accord. Donc je suis là, ouais, je carbure au chewing-gum. D'accord. Et je fume pas. Et si j'avais fumé, je pense que si j'avais commencé à fumer, je pense que je serais une grosse fumeuse. Parce que je suis assez nerveuse et je pense que j'aurais ce réflexe d'allumer une cigarette pour s'occuper, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais eu cette envie-là, jamais eu cette pression de devoir fumer. Et heureusement, parce que je pense que je serais une vraie fumeuse. Du coup, vous avez remplacé la cigarette par le chewing-gum? Par le chewing-gum, ouais. Donc vous êtes compulsif, quoi. Le chewing-gum, c'est vraiment... j'en ai besoin, quoi. Si j'en ai pas dans mon sac, c'est un vrai problème, quoi. Et le chocolat, ouais. Faut bien... On est suisse quand même un peu, hein. Tous les jours. Allez, un dernier exercice pour conclure. Je vous propose d'organiser un repas, une table. Ouais. Vous avez 3 options, en tête-à-tête. En tête-à-tête, ok. Proposer à Steve Gerda, proposer à Roger Federer, proposer au chanteur de Coldplay. Vous êtes vache. Ah, punaise, c'est vache, ça. Je vais dire Roger Federer. Hein, parce que pour moi, c'est un sportif incroyable. Je me suis retrouvée une fois à saluer Roger Federer et je dois avouer que j'étais super intimidée. Il m'a vraiment impressionnée. Et j'avoue que ça m'intéresserait de devoir discuter avec lui. Pouvoir discuter avec lui. Néanmoins, c'est compliqué. J'aurais bien choisi Chris Martin, mais enfin voilà, il faut faire un choix, donc ce sera Roger Federer. Pareil, j'aime beaucoup Steve, mais Steve, j'aurai l'occasion de le voir à d'autres moments. Si jamais Roger entend... Pour les fêtes, on vous propose un best-of de Benoît Cuisine Genève. On vous invite notamment à la table de Martina Chiba, qui a été mon invitée, la journaliste et productrice genevoise qui se confie notamment sur sa relation aux animaux et la prise de conscience qui l'a conduit à devenir flexitarienne. Je vais prendre les orecchiettes, c'est des pâtes, hein, on est d'accord. Oui. Capre, olive, ail, tomate. Allez, quelque chose d'un peu fort. Pour vivre l'aventure. Exact, ce sera parfait. Et vous, alors ? Tagliata de bœuf, je crois que j'ai pas encore fait. Alors moi, par contre, il y a un moment donné, étant d'une culture très viandarde, hein, parce que les Slaves mangent beaucoup de viande, genre pâté au petit déjeuner, pas toujours de la très bonne viande, mais de la viande. À un moment donné, j'ai eu un questionnement qui est venu avec les années, parce que j'ai toujours adoré les animaux. Étant plutôt d'une famille où on disait les animaux, c'est bien dans l'assiette. Moi, j'ai toujours aimé les animaux hors de l'assiette, c'est-à-dire j'ai toujours voulu avoir des animaux, je me suis sentie proche des animaux. Et avec les années, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à avoir un vrai questionnement là-dessus,
en me disant, mais finalement, est-ce qu'il faut que je les mange, ces animaux ? Avec la montée de la prise de conscience et de la, Alors, la vraisemblablement question des ressources, de la souffrance. Alors, vraisemblablement que ça a réveillé quelque chose chez moi. Et c'était plus qu'un truc bio, plus qu'un truc pour ma santé, plus que tout ça, c'était plutôt quelque chose qui était lié à la souffrance. Et je pense que la prise de conscience actuelle, elle m'a renvoyé à moi quelque chose qui était au fond de moi depuis un certain temps. Jusqu'au jour où je me suis dit... C'était il y a 3-4 ans, c'était vers Noël et tout. J'ai dit là, maintenant, c'est mon dernier foie gras. Voilà, je peux plus. Le petit déclic juste avant le dernier, c'était quoi ? Le petit déclic, je pense que c'est des images que j'ai dû voir. Ah ouais. Le chemin, il était clair. Je veux dire, le chemin, il était clair. C'est des phrases aussi. Il y a une phrase qui disait est-ce qu'on peut vraiment avoir un animal sur ses genoux et un autre dans son assiette ? Et je me suis dit, au fond, est-ce qu'on peut vraiment ? Et je me suis dit, c'est avec difficulté que je perçois ça, quoi. Et après, j'ai vu encore des images de maltraitance animale et tout. J'étais à l'actualité à l'époque et j'ai fait un reportage là-dessus. Donc, tout à coup, je me suis sentie très atteinte par ça, quoi. Et je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est indispensable à ma vie ? Pas forcément. Je me suis dit, j'aurais peut-être 2 regrets. Ce serait le poulet rôti tout simple et la viande séchée, du Valais et des Grisons, voilà. Mais je peux peut-être vivre avec ça. Ou sans. Ou sans, exactement. Donc ça a été assez radical à ce moment-là. J'ai pas fait genre, je vais être flexitarienne, machin, tout ça, ce que je suis en fait aujourd'hui. Mais j'ai Rappelez-nous, flexitarienne. Flexitarienne, alors c'est, je décide de certains moments pour manger de la viande. Hein. Mais j'en mange en tout cas pas tous les jours. Et quand j'en prends, c'est que de la bonne viande parce que j'ai envie de déguster de la viande. Mais c'était radical. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai dit c'est fini, il n'y aura plus un cadavre dans mon assiette, quoi. Mais voilà, c'était plutôt une histoire de moi avec moi. Et puis après, c'est un réapprentissage complet de la cuisine. Et ça, je trouve que c'était super. Parce que j'ai appris à sortir de pommes de terre patrie, quoi. Une manière de réapprendre à cuisiner, ça prend plus de temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'au-delà de l'apprentissage, il y a le temps. Ouais, j'imagine que votre emploi du temps est ouais, mais conséquent. alors, quand j'ai le temps, le week-end ou comme ça, je fais facilement... je cuisine facilement 3-4 plats que je mets de côté, etc. Parce qu'effectivement, ça prend plus de temps. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'élaborer des menus, mais je fais des salades de quinoa complètes qui sont maintenant très maîtrisées. À tomber. À tomber, tout Genève en parle. Non, mais moi j'aime beaucoup. Par contre, j'ai jamais fait le pas de pouvoir ne pas manger d'œufs, par exemple. Le passage vegan, ça, je le ferai pas. Voilà, après, la vie est compliquée parce qu'à partir du moment où on fait ce choix qui est relativement radical, mais tout à coup, voilà, j'ai rencontré un homme à Paris, qui est une ville que j'aime d'amour depuis l'âge de 14 ans. Donc maintenant, je vis en partie là-bas. Et le résultat, c'est que je me retrouve avec des gens qui boivent de l'alcool, qui mangent de la viande tous les jours. Et avec une bouffe très française, quoi. Et avec un amour de la bouffe qui est culturel, oui. immodéré, quoi. C'est une religion, la bouffe, chez eux, quoi. Benoît Cuisine Genève, le retour, c'est pour ce 6 janvier 2020, ce lundi 6 janvier, avec Robert Kramer qui va inaugurer la nouvelle année. Robert Kramer, ancien conseiller